La pluie tombait en diagonale sur la vallée, transformant le sentier boueux en un miroir fragmenté. John tenait la lampe torche fermement. Ses doigts étaient engourdis par le froid qui traversait ses gants en cuir. Le village de Verrine se trouvait à 4 heures de marche, mais il devait y arriver avant la tombée de la nuit. Le paquet attaché à son dos pesait plus qu'il ne le devait. Ses sangles lui coupaient les épaules, même à travers son épais manteau. À l'intérieur, enveloppé dans une bâche imperméable, se trouvait le marteau de pierre trouvé dans la grotte 3 jours plus tôt. La pièce mesurait un peu plus de 30 cm, avec des rainures symétriques qui défiaient son âge apparent. Les habitants de la région parlaient en chuchotant d'objets qui choisissaient leurs propriétaires, mais John, historien spécialisé dans la technologie ancienne, attribuait cela au folklore. Jusqu'au moment où le marteau s'est réchauffé dans ses mains pendant la tempête, émettant un bourdonnement qu'il seul entendait. Le son a commencé comme un tremblement souterrain, puis s'est transformé en voix superposées dans des langues mortes. Il a essayé de lâcher l'objet, mais ses doigts sont restés accrochés à la poignée. Ses ongles se sont brisés contre la surface rugueuse. Lorsque la pluie s'est arrêtée brusquement, la boue sous ses pieds s'est asséchée en quelques secondes, formant des fissures qui montaient le long des arbres. C'est alors qu'il a vu les marques sur l'écorce, des symboles identiques à ceux du marteau, aussi frais qu'ils auraient été sculptés ce matin-là. La première maison de Verrine est apparue entre les pins, toit effondré et fenêtres sans vitres. Aucune lumière, aucun mouvement. John a crié à l'aide jusqu'à ce que sa gorge brûle, jusqu'à ce qu'une silhouette sorte d'une grange démantelée. La femme portait un vieux manteau militaire et portait une ou dont le métal brillait d'une teinte verdâtre. « Tu l'as apporté », dit-elle, non pas comme une question. Ses yeux étaient fixés sur le paquet, ses pupilles dilatées, même sous la faible lumière du crépuscule. Ils reviennent toujours ici, même lorsque les corps ne peuvent plus supporter. Elle s'appelait Céleste et vivait seule depuis que l'équipe de géologues avait disparu l'hiver précédent. Pendant qu'elle cousait la blessure au bras de John avec du fil épais et sans anesthésie, elle expliqua que les outils n'étaient pas des artefacts, mais des restes. Des restes de quelque chose qui existait avant que les humains ne nomment le monde. « C'est tout que vous avez vu, » dit-elle, en désignant un coin de la cabane, « a remplacé mon foie il y a 6 mois. Elle a poussé à sa place lorsque le cancer est revenu. » Sa voix était calme, comme celle qui décrit une plantation. Sur le mur, des photos jaunies montraient des hommes tenant des charrues qui semblaient se déplacer dans les ombres. Le lendemain matin, le marteau était plus léger. John s'est réveillé avec sa main droite enveloppée dans une substance gélatineuse qui s'écoulait de l'étagère où il l'avait laissée. La substance contenait des fragments d'os et de dents humaines. Céleste préparait un thé de champignons hallucinogènes lorsqu'il a confronté les histoires du village. « Pensez-vous que nous avons choisi d'utiliser ces choses ?» Elle a ri, montrant des gencives sombres. « Elles nous utilisent pour se reproduire. Comme des virus intelligents. » Elle a pointé là où la lame s'était allongée pendant la nuit, se courbant à un angle impossible. L'après-midi, ils sont allés jusqu'à la grotte où le marteau avait été trouvé. L'entrée était bloquée par une grille rouillée, mais Céleste l'a ouverte d'un simple toucher. À l'intérieur, des centaines d'outils pendaient du plafond comme des stalactites, vibrant à l'unisson. John a senti son sang battre dans ses oreilles, le même bourdonnement du marteau amplifié. Céleste a coupé la paume de sa main gauche avec une faucille en obsidienne et a laissé le sang tomber sur une houe rouillée. L'outil a absorbé le liquide, se transformant en une faucille identique. « Elles apprennent », a-t-elle murmuré. Et chaque copie porte un morceau de la personne qui la nourrit. Au retour, John a remarqué que son ombre ne suivait plus ses mouvements. Au lieu de cela, elle se projeta en avant, se contorsionnant en forme qui rappelait les outils de la grotte. Il a essayé d'arracher le marteau de son dos, mais celui-ci faisait maintenant partie de sa colonne vertébrale, des vertèbres fusionnées à la poignée. Céleste a expliqué que la seule façon de survivre était de trouver quelqu'un pour porter le fardeau. « Ou vous devenez un hôte permanent », a-t-elle dit, en désignant une silhouette recroquevillée au fond de la cabane. L'homme n'avait pas de visage, seulement une surface lisse sur laquelle la rouille coulait comme des larmes. La 3e nuit, John a rêvé d'une ville souterraine où les bâtiments étaient faits de chair et de boulons. Les outils se déplaçaient seuls, cousant des veines sur les nouveau-nés et remplaçant les organes par des engrenages. Il s'est réveillé avec le goût de terre dans la bouche et un morceau d'ongle poussant à la place de sa molaire gauche. Céleste était assise à table, sculptant une réplique du marteau dans un morceau d'os. « Vous avez compris », a-t-elle dit, sans regarder. « Ce ne sont pas des outils. Ce sont des chirurgiens. » À l'extérieur de la cabane, toute la vallée avait changé.
des arbres aux veines métalliques, des animaux aux articulations supplémentaires, des ruisseaux qui montaient. Lorsque le soleil s'est levé pour la dernière fois, John a quitté le village en portant 2 ou 3 faucilles et le marteau fondu à son dos. Il savait qu'il devait trouver quelqu'un avant que les outils ne complètent leur transformation. Céleste a fait signe jusqu'à ce qu'il disparaisse de vue, sa silhouette se fondant lentement dans le paysage en mutation. Dans sa poche, un papier avec des coordonnées griffonnées marquait le prochain village où un homme avec une pelle en titane était sur le point de mourir. La route vers l'est était couverte d'une neige qui ne fondait pas, même sous le soleil mélodieux. John a ajusté les sangles des outils sur son dos, qui pesait maintenant 3 fois plus depuis qu'il s'était fusionné à ses muscles. Chaque pas laissait des marques profondes dans le sol, mais ce n'étaient pas des empreintes, c'étaient des motifs géométriques qui brillaient brièvement avant de s'effondrer. Le village d'Erasme, marqué sur les coordonnées de Céleste, apparaissait à intervalles irréguliers à l'horizon, parfois lointain, parfois trop proche, comme si l'espace entre eux était fait d'élastique. Parfois, John voyait des silhouettes sur les collines, des figures tenant des outils semblables aux siens, mais lorsqu'il s'approchait, il ne restait que des cercles de terre brûlée. La deuxième nuit, il a trouvé le premier corps. Il était à plat ventre dans un ravin, sa peau translucide révélant des veines de métal liquide. Sa main droite s'était fondue à une pelle rouillée, dont la lame s'étendait jusqu'au coude. En touchant le cadavre, John a senti le marteau sur son dos palpiter, envoyant une vague de chaleur qui a fait craquer ses articulations. Les yeux du mort se sont ouverts non pas dans des orbites, mais dans des fentes horizontales qui ressemblaient à des bouches. « Ils n'enterrent pas les corps », a murmuré une voix provenant de l'intérieur du crâne. « Ils les plantent ». Avant que John puisse reculer, des racines métalliques ont poussé du torse de l'homme, ont enveloppé sa cheville et l'ont tiré dans la terre. Il s'est réveillé dans une forêt d'arbres aussi hauts que des cathédrales, des troncs sculptés d'équations mathématiques. Une femme accroupie près d'un feu s'est retournée en l'entendant arriver. Son nom était Séléné et la moitié de son visage était un masque de porcelaine fondu à la chair. « Tu as apporté le marteau », dit-elle, non surprise, mais avec une résignation fatiguée. Dans ses mains, une paire de ciseaux de jardinier s'ouvrait et se fermait seule, coupant l'air dans des motifs précis. « Il nous teste », a-t-elle continué, en désignant les arbres. « Chaque outil est une énigme. Si vous vous trompez, la pièce devient en grès. » Séléné a raconté l'histoire des ingénieurs, des figures qui apparaissaient pendant les tempêtes de sable, ajustant les outils comme s'ils étaient des horloges organiques. Une fois, elle a essayé de détruire ses ciseaux, en les jetant dans une rivière d'acide. L'outil est revenu 3 jours plus tard, apportant un morceau de son propre petit doigt transformé en lame. « Il n'y a aucun moyen de gagner, dit-elle, en vidant un sac en cuir rempli de dents humaines. Mais vous pouvez négocier. » Elle a montré une cicatrice en forme d'engrenage sur le cou. « Donnez-leur quelque chose qu'ils ne peuvent pas reproduire. Un souvenir. Un regret. » Le lendemain matin, Erasme était à 1 kilomètre, mais le chemin était bloqué par un mur de pierre vivant. Les briques pulsaient comme un cœur et des lichens fluorescents épellèrent des mots en latin archaïque. John a utilisé le marteau pour frapper la barrière, mais l'outil ne s'est pas exécuté. À la place, ses ongles ont poussé jusqu'à percer ses gants, s'enfonçant dans la pierre. Le mur a absorbé le sang et s'est ouvert, révélant une place où les maisons se pliaient en origami de bois et de toit. Au centre, un homme était à genoux, une pelle en titane plantée dans le dos. C'était l'homme des coordonnées de Céleste. « Ne le laissez pas me prendre », a gémi l'homme, mais ses paroles sont sorties à l'envers, comme une bande cassette. La pelle sur son dos avait des racines qui s'enfonçaient dans le sol, faisant pousser de minuscules répliques d'elle-même. John a essayé de tirer l'outil, mais ses doigts se sont accrochés au métal qui a commencé à fondre vers lui. C'est alors qu'il a remarqué les enfants, ou ce qu'il en restait. Ils couraient en rond, leurs membres allongés remplacés par des houes et des marteaux, leurs bouches cousues avec du fil barbelé. L'un d'eux s'est arrêté devant lui, les yeux vides là où les pupilles auraient dû être. « Il va vous utiliser comme pont », a dit la voix provenant d'un trou dans le cou. « Les outils ont besoin de nouveaux chemins. » Séléné est apparu à ses côtés, les ciseaux coupant l'air en spirale. « Donnez-leur ce qu'ils veulent », a-t-elle ordonné, et John a réalisé qu'il tenait un fragment d'os arraché de sa propre main pendant la lutte contre le mur. Les ciseaux de Séléné ont coupé le fragment en cube parfait qu'elle a lancé vers les enfants. Ils se sont désintégrés en poussière métallique, révélant un passage étroit entre les maisons. L'homme à la pelle n'était plus là, seulement un tas de rouille et de cheveux gris. Alors qu'il se dirigeait vers le nord, Séléné a expliqué que les outils faisaient partie d'un système nerveux plus vaste,
quelque chose qui existait en couche sous la réalité visible. « Elles ne veulent pas vous détruire, a-t-elle dit, en cousant une déchirure à son bras avec du fil d'acier. Elles veulent évoluer par vous. » John a senti quelque chose bouger en lui. Le marteau n'était plus sur son dos, mais à l'intérieur de son corps, ses rainures se répandant comme des vaisseaux sanguins. Cette nuit-là, il a rêvé d'une salle d'opération où des chirurgiens sans visage greffaient des outils sur des patients endormis. Tous les instruments avaient leur visage. John a suivi Séléné à travers le passage étroit, sentant le poids des outils en lui, comme s'ils étaient devenus partie intégrante de sa propre chair. Chaque pas était une lutte contre la sensation d'être modelé, transformé en quelque chose au-delà de l'humain. Le ciel au-dessus d'eux semblait plus sombre, presque vivant, avec des étoiles qui brillaient comme des yeux observateurs. Séléné parlait en chuchotant d'un endroit appelé « la racine », où les outils se réunissaient pour échanger des souvenirs et des expériences, mais John savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin sans comprendre ce qu'ils étaient vraiment et ce qu'ils pourraient devenir. Lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de la forêt, une lumière scintillante est apparue à l'horizon, comme si la terre elle-même respirait. Séléné s'est arrêté, ses yeux fixés sur la lumière. « C'est la dernière chance, a-t-elle dit, lui remettant un petit objet, une clé faite d'os et de métal. Utilisez-la quand vous en avez besoin. Mais souvenez-vous, vous n'êtes plus seulement un homme. Vous êtes un chemin. » John a tenu la clé, la sentant vibrer dans ses mains, et a continué, laissant derrière lui ce qui restait de lui-même, vers l'inconnu.